par Timofey Bordachev. Traduit par Andis Métrin. Nous constatons que, dans le cas d'une coopération internationale potentielle en Grande Eurasie, aucun des facteurs politiques mentionnés dans la section précédente ne fonctionne. Pour les États que la Russie appelle à créer une nouvelle réalité internationale, il n'existe pas de menace externe unificatrice. Les élites politiques de ces pays ne se trouvent pas dans une position de « forteresse assiégée », comme ce fut le cas des puissances coloniales européennes ou de l'Allemagne divisée dans la seconde moitié du XXe siècle. De plus, c'est précisément l'ouverture au monde extérieur qui est désormais reconnue comme une condition essentielle pour atteindre les objectifs les plus urgents du développement national. Les États de la Grande Eurasie ne sont pas confrontés à une force externe, un État ou une union d'États dont l'objectif serait de détruire leur système politique ou de les absorber physiquement. Il ne peut pas non plus y avoir ici de rôle unificateur pour un seul leader. En raison de sa taille, la Grande Eurasie inclut des États tels que la Russie, l'Inde et la Chine, et aucun d'entre eux n'acceptera jamais de reconnaître un autre comme leader régional. Même au niveau sous-régional en Eurasie, les pays du cœur géographique l'Asie centrale sont confrontés à une compétition entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan pour savoir lequel est le plus apte à jouer le rôle de leader de ce petit groupe de pays. Il est impensable que Moscou, Pékin ou New Delhi deviennent suffisamment puissants pour assumer la responsabilité de devenir le « noyau » de la coopération dans un espace aussi vaste. Même dans le cas de la Chine, dont les opportunités économiques sont les plus significatives, l'idée d'une « communauté de destin partagé » n'a rien à voir avec le concept d'un Occident collectif organisé autour de la volonté de son leader incontesté, les États-Unis. Et même si la Chine nourrissait de telles ambitions, elle reste très théorique en raison de la présence de la Russie et de l'Inde. Cependant, la simple géopolitique ne soutient pas particulièrement l'idée d'une coopération interétatique vraiment profonde en Eurasie. Cela s'explique par la dépendance du comportement politique des États à leur emplacement géographique. Tout d'abord, les pays de la Grande Eurasie sont situés à une distance géographique significative les uns des autres. Certes, les technologies modernes de communication et de transport réduisent aujourd'hui l'importance dramatique des espaces géographiques par rapport à il y a 300 à 500 ans. Cependant, la localisation géographique reste un facteur crucial pour définir les priorités de la politique étrangère. Par exemple, pour la Russie, la priorité absolue, que cela plaise ou non, reste l'Occident, qui représente dans son cas la plus grande menace. Les priorités géographiques de la Chine se situent à l'est et dans l'océan Pacifique, où se trouvent les zones les plus peuplées de la RPC. Même en cas de croissance économique et démographique colossale dans les régions du nord-ouest de la Chine, ce qui est peu probable, elles ne pourront jamais concurrencer, même théoriquement, ces provinces côtières. Les priorités géographiques de l'Inde, quant à elles, se dirigent vers l'ouest et le sud-ouest, l'Afrique, le monde arabe et enfin l'Europe, avec laquelle ce pays entretient des liens historiques. Ainsi, pour la Russie, l'Europe est avant tout un adversaire qui a cherché à limiter sa souveraineté depuis des siècles. Pour la Chine, les voisins immédiats à l'ouest ne représentent pas de menace. Quant à l'Inde, elle perçoit l'Europe avec une certaine appréhension, mais celle-ci n'est en rien comparable aux préoccupations que New Delhi nourrit face à la montée en puissance de la Chine. Enfin, l'échelle géopolitique de la région joue un rôle vital pour expliquer pourquoi ces pays ne se sentent pas attirés par une coopération systématique. Ce n'est pas un hasard si la tradition des alliances militaires, profondément enracinée en Europe, n'a jamais existé en Asie ou dans l'Est de l'Eurasie. Comme mentionné plus haut, le développement des communications et des transports réduit aujourd'hui quelque peu l'importance des distances. Mais n'oublions pas que les fondations de la culture de politique étrangère se sont formées sur une période bien plus longue que l'existence de l'aviation ou même du transport ferroviaire longue distance. En raison de leur position géographique, les États de la Grande Eurasie sont beaucoup moins habitués à une coopération systématique que leurs adversaires et oppresseurs historiques en Occident. Cependant, nous pouvons désormais affirmer avec une certaine confiance que la priorité stratégique des États situés dans cet immense espace géographique pourrait servir de fondement à un ordre international dans lequel les relations entre ses participants seraient plus étroites et plus confiantes qu'avec des partenaires extérieurs. Ces discussions ne sont pas le fruit du désir d'une des puissances de construire une grande Eurasie, pour elle-même, comme nous l'avons vu, cela est théoriquement impossible. Par conséquent, il y a des raisons de croire que nous sommes confrontés ici à d'autres prérequis pour une large coopération internationale que ceux systématisés par l'expérience historique de l'Occident évoquée ci-dessus.
La tâche actuelle des chercheurs est donc d'étudier ces prérequis, sur cette base, de formuler des hypothèses sur ce à quoi pourrait ressembler l'ordre international eurasiatique dans le futur. En d'autres termes, si Edward H. Carr, en analysant l'état des affaires en Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale, écrivait que « Notre tâche est d'explorer les ruines de notre ordre international et de découvrir sur quelle nouvelle base nous pourrions espérer le reconstruire, alors en Grande Eurasie ». Ce ne sont pas les « ruines » conventionnelles qui méritent d'être comprises, mais les germes de quelque chose qui n'est pas le produit d'un conflit militaire général. Même les grands empires qui ont existé, les empires russes et chinois, n'ont jamais été des adversaires militaires à l'échelle de la Grande-Bretagne et de la France ou de la France et de l'Allemagne. Les autres États eurasiens n'ont pas dû choisir un camp dans des alliances militaires s'affrontant de manière irréconciliable. En ce sens, la Grande Eurasie est toujours restée en périphérie de la politique internationale, si on la comprend comme un processus de nature militaire. En même temps, la Grande Eurasie possède une expérience propre d'interaction directe ou indirecte entre les cultures et civilisations les plus diverses, dont l'éloignement géographique a limité les interactions politico-militaires directes. Ici, donc, l'expérience des guerres est remplacée par celle des échanges culturels et économiques. La dernière grande conquête en Grande Eurasie fut celle des campagnes de Gengis Khan et de ses successeurs, qui ont donné naissance à un empire immense mais éphémère. Depuis plus de 700 ans, la Grande Eurasie n'a pas connu de conflit militaire touchant la majorité de ses peuples et États. La tâche consiste, comme on pourrait le supposer, à comprendre la signification de cette expérience unique pour la capacité des États à coopérer. Nous devrions le faire non seulement au niveau déclaratif, mais aussi conceptuellement, de manière convaincante pour les décideurs politiques. L'immense espace politique de la Grande Eurasie reste, en même temps, soumis à un défi commun pour tous, les menaces pesant sur les systèmes politiques et la stabilité interne associée à la pression de l'économie mondiale moderne. Les déséquilibres qui y existent conduisent inévitablement à une augmentation de la pauvreté, dont les conséquences peuvent être dangereuses pour la stabilité politique intérieure et la survie même des États. Le radicalisme religieux offre les réponses les plus simples aux questions liées au problème de l'injustice enracinée dans l'économie de marché. Il serait totalement imprudent de sous-estimer son danger pour les États de la Grande Eurasie. Peut-être que progresser vers la résolution de ce problème, ainsi que d'un certain nombre d'autres, pourrait réellement aider à placer les tâches de développement au centre de l'attention, plutôt que la sécurité traditionnelle. Si nous convenons que les États de la Grande Eurasie ne disposent pas des facteurs classiques de coopération internationale, il est fort probable qu'ils puissent être remplacés par des objectifs communs répondant non seulement à leurs intérêts actuels, mais aussi aux aspirations historiques les plus profondes. Dès lors, la base de la formation progressive d'une communauté d'États de la Grande Eurasie sera l'opportunité d'obtenir, au sein de celle-ci, ce que les pays de cette région recherchent le plus, des ressources pour résoudre les tâches de développement national, socle de la stabilité et de la survie de l'État. Timofey Bordachev, directeur du programme du Valdez Discussion Club, directeur académique du Centre d'études européennes et internationales globales à l'École des hautes études en sciences économiques, HSE. Docteur en sciences politiques.